J'entame un cycle de vidéos pour compléter les cours, enfin plutôt pour continuer les cours, puisque ce me semble pas une très bonne idée de taper mes cours, de les envoyer par PDF. Donc voilà, je mets des vidéos sur la chaîne YouTube dont je vous ai envoyé le lien. Donc, la première vidéo, c'est pour avancer le cours sur la technique. Alors, bon, là, c'est un cours, il faut prendre des notes. Par ailleurs, je ferai aussi des rendez-vous pour expliquer, répondre aux questions, etc. Alors, je ne sais pas encore sous quelle forme, Discord, peut-être la plateforme du CNET, Skype, je ne sais pas encore, il faut que je réfléchisse. Parallèlement, je vous envoie vous voyez à droite, là, sur l'écran, vous avez le plan du cours que je vous dépose sur l'ENT ou que je vous envoie en pièce jointe par mail parce que l'ENT pour l'instant c'est l'ENT a du mal à suivre les demandes de connexion donc pour l'instant déjà c'est des pièces jointes. Alors bon pour ce cours je voulais vous avancer un petit peu dans la réflexion sur la technique par rapport essentiellement en fait à la notion de destin. Est-ce que la technique constitue un destin pour l'humanité comme le suggère le mythe de Prométhée. Donc voilà, le grand 2, vous voyez, je l'ai intitulé Le développement de la technique est-il une fatalité? On va questionner cette idée et donc si vous voyez où je veux en venir, mon objectif est évidemment de montrer que ce n'est pas une fatalité et que l'homme n'est pas, comment dire, prisonnier d'un destin qui lui échapperait totalement, que la technique, autrement dit, n'est pas responsable de tout ce qui arrive, mais que nous avons nous-mêmes nos propres responsabilités. Voilà. Alors, donc dans un premier temps, je voudrais montrer, petit 1, que le sens de la technique ne lui est pas inhérent. Alors, inhérent, ça veut dire que le sens de la technique n'est pas porté par elle. Ça veut dire qu'en fait, ce sont les hommes qui donnent aux techniques qu'ils utilisent leur sens, et que les hommes ne sont pas otages d'un sens qui leur échapperait totalement, d'un destin qui leur échapperait totalement. Alors, pour l'expliquer, je voulais d'abord attirer votre attention sur ceci, le terme grec pharmakon. C'est un terme que Platon utilise fréquemment dans un dialogue qui s'appelle le Phèdre et qui désigne très bien effectivement l'originalité de ce concept de technique. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, cette idée de pharmakon signifie qu'en fait, les techniques sont comme des médicaments. Et vous voyez, si vous réfléchissez, les médicaments ont en fait une finalité qui peut être double. C'est-à-dire qu'un médicament peut avoir soit pour effet de guérir le malade, soit pour effet de l'achever. C'est-à-dire qu'en fait, tout est une question de dosage. Vous voyez que les mêmes substances peuvent tour à tour devenir remède ou poison. Souvenez-vous, on en avait parlé au premier trimestre. Je crois même que c'était dans le premier chapitre, quand on avait parlé des croyances religieuses de Marx et de la fable de Job, quand on avait expliqué que selon Marx, la religion était l'opium du peuple. Et je vous avais dit, l'opium, c'est précisément une substance qui peut tuer ou bien qui peut soigner. C'est-à-dire que selon en fait le dosage qu'on en fait, l'opium peut être un remède ou un poison. Pris en quantité ajustée, l'opium peut peut-être pas guérir, mais en tout cas, disons, soulager les souffrances du malade. Par contre, dans un dosage excessif, l'opium sera un poison. C'est la même chose en fait pour tous les médicaments, même une bête tube de Doliprane peut vous apporter du réconfort si vous souffrez, ou peut vous flinguer les reins et vous tuer si vous en prenez trop. Voilà. Et voilà, même le médicament le plus inoffensif peut devenir une substance mortelle lorsqu'il est pris en trop grande quantité. Donc en fait, la médecine n'est pas un art qui automatiquement conduise à la guérison. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. Et donc, le même médecin qui a appris l'art de guérir peut aussi bien posséder par la même l'art de tuer, l'art d'empoisonner. Parce que finalement, l'art de procurer la santé enseigne aussi les moyens de détruire la santé.
C'est ce que veut dire Platon quand il utilise ce terme de pharmakon. Et en fait, ça désigne exactement ce que le propriété des techniques, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser soit dans un sens qui va construire, qui va améliorer la vie humaine, qui va soigner, soit dans un sens qui va détruire, qui va compromettre la vie humaine, qui va tuer. Et je crois qu'en français d'ailleurs, tiens, le mot drogue possède exactement la même polysémie que le pharmakon grec. Hein, le mot drogue, en français, a longtemps désigné les médicaments. D'ailleurs, c'est toujours le cas en anglais, drugs. Food and Drugs Administration, le ministère américain qui s'occupe de réguler les produits. C'est pas un ministère de la drogue, c'est un ministère des médicaments, Food and Drugs, des médicaments et des aliments, quoi. Voilà. Bon, alors Aristote a une façon de résumer exactement en fait le problème dont nous parlons. Il explique que qu'est-ce que j'ai fait? Bon, il explique que les techniques sont des puissances des deux contraires. Alors, je mets des guillemets à cette citation, c'est une citation d'Aristote, puissance des deux contraires. Il veut dire par là, les deux contraires, enfin, il veut dire qu'une technique, c'est quelque chose qui nous met en capacité de faire une chose ou de faire son contraire, hein, de produire la santé ou de produire la maladie. Et donc, en fait, les techniques n'ont pas une finalité qui leur soit, en fait, inhérente, qui leur soit interne. Ce sont les hommes qui décident de la façon dont ils utilisent les techniques. Les techniques, en fait, sont des armes à deux tranchants. On peut les utiliser pour soigner, pour améliorer le sort des hommes, ou bien pour, au contraire, détruire et aggraver le sort des hommes. Voilà. D'où le petit 2, vous voyez, là, que j'ai écrit ici. La responsabilité du désastre environnemental appartient-elle vraiment à la technique? Et oui, je vais prendre un exemple pour prolonger l'idée que j'étais en train de développer juste avant. Si vous réfléchissez aux armes, bon, les armes, on va se dire, bon, c'est vraiment la plaie de l'humanité, les armes détruisent la vie humaine, produisent la guerre, la mort. Oui, bien sûr, tout cela est vrai, mais les armes sont également indispensables à la paix. En fait, finalement, tout dépend de la façon dont tu les utilises. Et par exemple, vous voyez, l'arme atomique, bon, c'est évidemment, on peut se dire, un désastre. On l'a utilisé, les Américains l'ont utilisé à Hiroshima, Nagasaki, c'est combien? 700 000 morts, je crois, 500 000 morts, je sais plus. Enfin bon, voilà, destruction colossale sur des civils. Hein, ce qui constitue en soi un crime de guerre qui n'a jamais été jugé. Bon, les Américains auraient pu aussi décider de viser je sais pas quel îlot du Pacifique où il y avait des bases de l'armée japonaise. Non, ils ont visé clairement des civils. Bon, c'est un crime impardonnable. On ne l'a utilisé que une fois, enfin 2 fois plutôt. L'arme atomique n'a plus jamais été utilisée. Et voilà, est-ce que l'arme atomique n'est pas également responsable du fait que les Américains et les Russes ont évité, nous ont épargné une troisième guerre mondiale. C'est-à-dire que, en fait, de facto, de confrontation directe entre les États-Unis et les Soviétiques était rendue impossible du fait que les uns et les autres avaient tous deux donc l'arme atomique. D'accord. Dans 5 minutes. Oui. Je suis en train de faire un cours. Attends.